On pourra regarder ces rushs là pour montrer que je suis nul aux échecs. T'inquiète, t'inquiète. Ça peut sortir en best-of. Julien, Salut à toi. salut, comment tu vas? Eh ben écoute, je vais très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté déjà l'invitation. Avec grand plaisir. Les amis, alors on se retrouve pour le Chess Talk numéro 2, donc avec Julien, comme je vous l'ai promis, un Yes. expert dans l'immobilier. Et donc ça va être pareil, comme Chris, on va faire une partie d'échecs tout en parlant d'immobilier, une ouverture sur l'IA à la fin. Eh ben écoute, T'es prêt? c'est parti, je suis partant. Je t'en prie, let's go. Merci à toi. Alors dis-moi, tes débuts dans l'entrepreneuriat et comment t'en es arrivé à faire de l'IMO? Eh ben écoute, moi j'ai commencé dans le domaine de l'événementiel. J'étais en alternance à l'époque, je me souviens, et j'ai eu l'occasion, parce que j'avais un réseau qui se développait pas mal, je sortais pas mal à vrai dire, faut Ouais. dire ce qu'il est. Donc du coup le réseau venait petit à petit, je rencontrais pas mal de gens, de Ok. patrons de discothèques, etc. Et puis on m'a proposé, dans une boîte qui s'appelait Les Planches, à Deauville, Ok. qui est une boîte, enfin qui était une discothèque assez connue, on m'a proposé d'organiser une soirée. Ouais. Donc j'ai organisé un concept qui a cartonné avec des robots géants, plein ouais. de trucs, des danseuses, des Ok. DJ et tout, et ça a super bien marché. Et du coup, Ok. bah, j'en ai fait une deuxième, etc. J'ai eu l'occasion d'en faire dans plusieurs discothèques, et donc j'avais ma petite boîte, on va dire, Ok. ma petite société dans l'événementiel. C'était mes premières expériences. T'avais quel âge à l'époque? J'ai dû commencer, je devais avoir 21 ans, peut-être, quelque chose Ouais. comme ça. Ouais, j'ai 22, donc pareil. Ouais, donc tu vois, Même âge. j'ai commencé hyper jeune. Hein. Je sais, j'ai 34 ans, ça se voit pas. Peut-être la barbe blanche. Mais sinon, après ça, en fait, j'ai commencé l'immobilier. Pour être complètement transparent, je me souviens, j'avais deux personnes de mon entourage qui avaient déjà investi dans l'immobilier, qui avaient mon âge et qui régulièrement, en fait, on va dire, me taclaient un petit peu parce Ouais. que j'avais rien fait. Et Ok. donc je me suis dit, en fait, les gars, je vais faire et je vais faire mieux que vous. C'était juste moi et moi-même. Hein. L'ego. Et c'est exactement ça. Je pense que c'est le petit côté de la part d'ego qui Ouais. prend le dessus. Et du coup, je me suis formé. J'ai lu des livres. Le premier livre que j'ai lu sur l'immobilier, c'était Yann Darwin. Ouais, je Voilà. vois. Que j'ai commencé à lire. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est parti. J'ai visité des biens. J'ai visité, mais je n'étais pas prêt à passer à l'action. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut y aller, quoi. Allez, mon petit gars, Premier tu te achat. lances. Je fais mon premier achat. Et c'était l'achat de ma résidence principale. J'ai commencé comme ça. Ok. Et ensuite, j'ai enchaîné parce que j'ai trouvé ça facile. Donc, j'ai Ouais. enchaîné différents biens immobiliers. J'ai commencé à me construire mon Ok. patrimoine comme ça. Ok. Et du coup, maintenant, actuellement, tu fais quoi exactement dans l'immobilier? Parce que je sais qu'il y a. Ouais. On parle d'immobilier, mais il y a de l'achat-revente, il y a de location courte durée, longue durée, etc. Tu peux un peu nous En expliquer? fait, le truc, c'est que j'ai fait pas mal de choses. À vrai dire. On va dire plutôt, on va parler de ce que je fais maintenant. Ouais, ouais. Ça va être le plus simple. Aujourd'hui, j'ai une boîte de marchand de biens, une société de marchand de biens. Ok. On est surtout spécialisé dans de l'immeuble. C'est-à-dire qu'on va aller sourcer des immeubles qui ne sont pas présentés sur le marché. On va les acheter. On va pré-commercialiser l'intégralité des lots avant d'être propriétaire. Ok. Et on va revendre, une fois qu'on est propriétaire, on va revendre lot par lot, souvent à Ok. des investisseurs. Et on travaille souvent avec des cabinets de gestion de patrimoine pour le Ok. compte de leurs clients. Ok. Et on va revendre les lots. Et c'est comme ça qu'on fait notre marge. On ne s'embête plus avec les travaux. On fait des opérations express qui vont durer entre 5 et 8 mois à peu près, quand l'opération se passe bien. Ok. Et on peut, pour une personne qui connaît pas trop, au niveau des marges, comment ça se passe? Est-ce que c'est... On peut tout faire en termes de marge, ça Ouais. dépend de l'opportunité, ça dépend du marché, ça dépend dans quelle ville on va le faire. Mais aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé, par exemple, j'ai commencé sur des petits appartements, des Ouais. petites maisons que j'ai achetées, que j'ai rénovées. Donc j'ai fait les travaux, j'ai fait faire les travaux. Acheter une plus-value au début, c'est peut-être mieux. Juste acheter et revendre directement. En fait, je vais t'expliquer comment j'ai commencé. Et après, je vais te dire éventuellement ce que je fais vraiment Ouais. aujourd'hui, ce qui est pour moi le plus avantageux et le plus rapide. C'est que au départ, pour se lancer, on fait comme tout le monde, on achète, on rénove, Ouais. on revend. Et ça a même commencé différemment, c'est que j'ai acheté des biens que j'ai mis sur le marché du locatif. Mhm. Et je me suis dit, en fait, ce bien-là, je l'ai quand même pas acheté cher et j'en ai pas eu pour beaucoup de travaux. Si je tentais de le revendre, Ouais. je me suis dit, je le revends. Et Mhm. j'ai commencé à faire des plus-values de 40, 50, 60 000 euros. Ok. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un marché, il y a vraiment un truc à faire, donc pourquoi j'en ferais pas mon métier? Ok. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc aujourd'hui, on peut faire des opérations, des petites opérations, aller chercher 20, 30, 40, 50 000 euros de marge commerciale. Ok. En tant que marchand, on parle de marge, puisqu'on est sur une société Ok. spécialisée. Et où on peut aller chercher des gros projets. Maintenant, aujourd'hui, on est sur des projets d'immeubles, on avoisine des projets autour des 1 million. Ok. On peut aller chercher des marges à 150, 200,
250K, voilà, on est sur des projets Gros. beaucoup plus importants. Ok. Voilà. Et pour les personnes qui veulent se lancer, Ouais. ils commencent comment? Par où? Eh Qu'est-ce ben, qu'ils font? ça fait partie de mon deuxième métier. Ah bah voilà. Je suis en train de lancer une superbe offre, en fait. En plus, tu me poses la question, c'était même pas préparé. Ouais. Je suis en train de lancer une offre de formation et de coaching en one-to-one. L'objectif, c'est de pouvoir... En fait, cette formation, elle va pouvoir aider deux types de personnes. Elle va pouvoir aider les personnes qui n'ont pas les bases du métier. Ok. Donc, je vais les former à apprendre les bases pour pouvoir se lancer et je vais les aider à se lancer dans une première opération. Ok. Et je suis en train de réfléchir à tout ça, mais je pourrais peut-être même les accompagner sur l'opération Ok. contre un échange d'une partie de pourcentage sur Ouais. la marge. Ok. Et on va pouvoir aussi aider un autre type de personnes, ceux qui sont déjà marchands de biens, qui ont déjà réalisé une, peut-être. 2 opérations et qui veulent accélérer. Ok. Et donc là, je vais leur apprendre comment faire pour aller plus vite. Ok. Je vais leur apprendre toutes les erreurs que j'ai fait parce que je fais ce métier-là maintenant. Ça fait 11 ans que je fais de l'IMO, Ok. mais ça fait... j'ai commencé à faire des achats-reventes il y a peut-être 8-9 ans. Donc j'ai accumulé pas mal d'expérience, sans prétention, hein, mais là c'est le terrain qui parle. Bien sûr. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ok. Et donc je sais en parler. Ok. Et donc je peux aider des personnes justement à accélérer, les justement, erreurs. pourquoi pas aussi s'orienter sur des opérations express pour aller plus vite. Ok. Moins de risques. C'est-à-dire qu'on pré-commercialise. Si l'opération n'est pas Ok. bonne, on peut essayer de ressortir de l'opération. Il y a certaines techniques si on voit que la commercialisation ne fonctionne pas. Donc en fait, je ne vais pas dire qu'on prend 0 risque, mais on se protège. Ouais. Moins de risques. C'est ça. Donc mot en de tout cas, base. ça sort bientôt. J'ai toute Ok. une équipe qui m'entoure. Justement, Super. on est 7 personnes à travailler sur cette formation. Donc c'est un Ok. truc hyper costaud Ok. qui arrive d'ici 2-3 mois Ouais. environ. Ok. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Et je voulais aussi, du coup, si tu as des exemples concrets d'erreurs à pas faire, par exemple, peut-être au niveau des banques, comment avoir un crédit, les erreurs à pas faire, le bien, quel bien choisir, etc. Ouais. Si les erreurs à éviter, on va dire. Ouais, quelques erreurs qui me viennent en tête. On va avoir peut-être au niveau du type de bien qu'on va acheter. C'est au départ, moi, je pensais qu'il fallait acheter le bien le moins cher possible. Ouais. Et le reste, je m'en fichais. Ouais. Je faisais pas attention. Ok. Je le mets entre guillemets. Ouais. Et du coup, j'achetais un bien, pas forcément sur un bon secteur. Je me dis, mais j'achète pas cher. Je suis en dessous du prix potentiel du marché, j'achète pas cher. Et le reste. Et au final, on verra, je fais des travaux, je vais valoriser, je vais revendre plus cher. Des fois, c'était compliqué parce que j'ai acheté un bien qui n'était pas sur le bon secteur. J'avais pas du tout étudié ma cible de personnes à qui revendre. Ouais, ouais. Donc, il s'avère que j'avais un bien mais qui correspondait pas à ce que voulaient les gens. Ok. Donc, j'ai revendu celui-ci. Et ça n'a pas été un échec, mais ça a été une petite erreur où j'ai dû faire 5-6 000 de plus-value. Ça va, on sauve les meubles, mais pour le temps passé, c'était quand même pas idéal. Donc, ça peut être une première erreur. Tu me parlais de la banque. La banque, quand on est vraiment marchand, quand on veut faire une vraie opération avec une vraie société, il faut maintenant avoir 20-25% d'apport. Okay. Donc les personnes qui veulent se lancer dans le métier mais qui n'ont pas d'apport suffisant parce qu'ils veulent débuter, c'est difficile d'avoir directement sa société. Il faut peut-être commencer par l'achat d'une résidence principale, y habiter correctement donc pour respecter la loi et pouvoir revendre derrière plusieurs mois après avoir... Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est que il faut qu'il y ait un vrai... On va dire, l'objectif de départ devait être d'y habiter. Oui. Après, on a le droit de revendre une résidence principale, mais il faut faire les choses correctement pour ne pas être retoqué. Parce que si on achète une résidence principale et qu'on revend vite, directement, ça va on peut... Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôles et on peut être considéré comme un marchand de biens, donc on est retoqué fiscalement parlant. Donc, il faut juste faire les choses dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, c'est autorisé d'avoir une résidence principale, de la vendre, mais il faut faire les choses correctement. Et si on vend une résidence principale, il n'y a pas d'impôt, c'est ça? Alors, aujourd'hui... Non, on n'a pas d'impôt. On n'est pas imposé sur la plus-value, mais on est en train de parler. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui sont en train d'être évoquées, comme quoi on pourrait payer des impôts pour une revente avant les 5 ans. Il faudrait détenir le bien minimum 5 ans pour ne pas être imposé par la suite. Il y a de fortes chances que cette loi passe en toute transparence. Voilà, c'est quelques erreurs. Après, les erreurs, moi, qui m'ont coûté le plus cher, c'était des erreurs sur les entreprises de travaux. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai un peu orienté ma stratégie sur de l'express sans travaux. Parce que aujourd'hui, j'ai fait confiance à certaines personnes que je connaissais dans mon cercle proche, qui avaient des entreprises de travaux. Je leur ai confié, j'ai une personne en tête, ou une entreprise en tête en tout cas, où j'ai confié 3 projets en même temps, à la même entreprise. Je me suis dit, je fais confiance, je connais de longue date, il n'y a pas de souci. Je verse un premier acompte, les travaux se passent bien, 5-6 gars par chantier, ça avance, je suis content. On me demande un deuxième acompte.
je verse, je fais confiance, je connais, ça avance, c'est OK. Je verse un deuxième acompte, plus de son, plus d'images, plus personne sur mes chantiers, entreprise en liquidation, donc j'ai perdu 70 000 € dans l'affaire, plus le coût de l'avocat, etc., plus mes crédits qui tournaient derrière, parce que moi, il fallait que j'attende de savoir comment ça allait se passer au niveau de la justice pour potentiellement revendre ou savoir ce que j'allais faire. Donc j'ai perdu dans l'histoire peut-être 100 000 balles, quoi. Donc ça fait mal. Il faut se relever. Heureusement qu'il y avait un peu d'argent derrière, etc. Mais je pense que c'est la force d'un entrepreneur, puisque si on est là, on est peut-être tous les deux entrepreneurs. Et je pense que beaucoup qui vont nous écouter seront aussi entrepreneurs. En fait, il faut rester déterminé. Et il y a Nicolas Sarkozy qui dit souvent petits échecs, petites réussites, grands échecs, grandes réussites. Ou il dit aussi il n'y a pas de réussite sans échec. Et c'est vrai. Donc aujourd'hui, il faut rester déterminé. Et voilà. Ok. Et je voulais te poser une question. Je t'en prie. J'avais regardé un podcast aussi. Vas-y. J'avais regardé un podcast, c'était de Hakim Ben Othman. Tu sais, il disait que ça m'avait bouleversé parce qu'il disait qu'une personne pouvait prendre une SCI, la part d'une SCI, juste en faisant une signature sur Internet et te voler ta SCI. Et j'avais vu ça, et il avait appelé un avocat en live pendant le podcast, et en fait, en gros, l'avocat lui disait on peut rien faire. Et je voulais savoir, est-ce que déjà c'est réel, et est-ce qu'on peut se protéger de ça ? Alors moi, je t'avoue que j'ai jamais eu le cas de figure, mais j'ai eu une histoire. J'ai une histoire sur Paris. J'ai visité une superbe maison dans un superbe quartier. Le mec voulait revendre, mais c'était un mec qui venait de Russie, sa famille était russe. Tout était pas clair. Et quand j'ai regardé, en fait, parce que je l'ai visité avec un de mes associés, et quand j'ai visité, en fait, le mec, c'était complètement louche. Il nous a sorti le nom d'une SCI qui était propriétaire bel et bien de la maison, mais c'était pas son nom à lui. Donc voilà, ça c'est l'expérience que j'ai. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai pas eu le cas de figure de pouvoir se mettre sur une SCI comme ça, parce que c'est-à-dire qu'il faudrait modifier les statuts d'une société. Pour modifier les statuts d'une société, il faut avoir l'accord du dirigeant, les signatures du dirigeant, parce qu'il y a des PV d'AG, il y a tout ce qui s'ensuit. Donc légalement parlant, je ne sais pas comment c'est possible. Après, aujourd'hui, tu sais, franchement, j'ai vécu des choses que tout est possible. Hein. Franchement. Parce que ça me paraissait bizarre. Comme tu as dit, il faut la signature des deux parties. Et tout. Après, j'avais pensé peut-être à mettre quand on fait un achat, à mettre toutes ces sessions de parts, je crois, doit être fait devant un notaire ou un truc comme ça. Tu peux te sécuriser comme ça, c'est hyper important. Ouais, parce que... Imagine, tu te fais prendre ta SCI comme ça. Mais j'ai eu quelques échos, alors j'ai plus les tenants et aboutissants, mais je sais que j'ai eu quelques échos de personnes qui ont eu des difficultés sur ça, mais comment ça s'est passé, franchement, là-dessus, j'ai pas cette expérience-là. Et je touche du bois parce que j'ai accumulé quelques petits échecs ces derniers temps. Ça fait ma force aujourd'hui, et je n'ai pas envie que ça m'arrive. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de se faire prendre une SCI. Après, comme j'ai entendu ça, alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Sujet à creuser. Et si tu as des nouvelles, tu pourras m'en faire part parce que je pourrais peut-être protéger du coup mes actifs. Et, je crois que c'est à moi de jouer, non ? C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Je réfléchis en même temps. Je voulais aussi te demander, dans l'IMO, est-ce que une personne qui travaille CDI lambda, c'est quoi un petit peu le fil conducteur pour lui, pour prendre par exemple un prêt peut-être, et de prendre son premier bien en location ou en vente, qu'est-ce qu'il devrait suivre ? Ok, quel est le meilleur chemin possible, on va dire, quand tu veux débuter dans l'IMO ? En fait, pour une personne classique, il y a avec deux écoles. Tu as l'école que moi j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai acheté ma résidence principale, alors que quand tu écoutais tout le monde, on te disait faut pas acheter sa résidence principale parce que tu vas t'endetter, après c'est compliqué pour le locatif. Mais au final, je te donne un exemple qui est hyper concret, c'est que j'ai acheté cette résidence, je l'ai revendue quelques années après, et j'ai fait une plus-value de, je crois, 120 000 €, quelque chose comme ça. J'avais acheté au bon endroit, donc ça, j'avais fait les choses correctement sur cette résidence-là. Et je l'ai revendue à un bon prix à un joueur de foot, sans citer de nom, mais je l'ai revendu à un bon prix. Donc pour moi, ça reste un actif quand même qui n'est pas... ça reste un actif, c'est pas du passif, parce que quelques années après, j'ai fait cette plus-value, et en plus, j'avais remboursé une grosse partie du crédit. Donc en fait, j'ai eu cette somme de 150 000 € qui est arrivée sur mes comptes, parce que j'avais déjà remboursé une bonne partie. Donc au final, ceux qui me disent que c'est pas c'est pas un actif, c'est qu'il y a donc il y a cette école-là. Ça m'a pas empêché à côté de faire plusieurs investissements
en nom propre, en SCI, etc. Donc j'ai continué dans ce sens-là. Ok. Donc tu as cette école-là, vraiment, là je parle d'investissement locatif. Ouais, Et tu as la deuxième école qui va être de pas acheter sa résidence principale, de directement se lancer sur de l'investissement locatif qui va te permettre d'avoir ton taux d'endettement qui n'est pas grignoté dès le départ par cette résidence principale. Ok. Et donc tu commences directement sur l'investissement locatif. Après, pour moi, résidence principale ou pas, il n'y a pas de mauvais choix. Tout dépend ce que tu veux en faire. Si tu dis je veux juste acheter ma résidence principale pour me sécuriser et puis ça sera mon seul bien immobilier, pas de problème. Mais après, tu sais, moi j'ai acheté en SCI. C'est-à-dire que ma SCI, on n'a plus cette problématique de taux d'endettement. Certaines banques peuvent le regarder, mais ce n'est pas un critère clé dans une SCI parce que tu es en société, donc tu deviens une personne morale. Tu n'es plus une personne physique. Donc, en fait, ta SCI ou tes SCI peuvent te permettre derrière de continuer à investir. Si ta SCI elle est rentable, que tes bilans sont bons, qu'est-ce qui va t'empêcher de continuer à investir ? Et la grosse différence, je pense, aujourd'hui, c'est la relation que tu vas avoir avec ton banquier. Moi, je suis toujours arrivé auprès de mon banquier avec un dossier qui était hyper carré. C'est-à-dire que j'arrivais pas où j'avais une fiche de paie, je dis attendez, je vais vous envoyer ma carte d'identité par mail. Non, j'arrivais avec un dossier. À l'époque, c'était papier quand j'ai commencé. Le digital était moins en place qu'aujourd'hui. Et mon dossier avait toutes les pièces. Donc, c'est-à-dire que il y avait besoin de rien faire en vrai. Donc, le banquier avait tout et derrière, il pouvait aller défendre mon projet facilement auprès de sa direction si je passais par un banquier et pas le directeur. Et au final, à terme, je me suis rendu compte que d'avoir plusieurs banques, c'est hyper bien. C'était même mes banquiers qui m'ont dit « Julien, si tu veux continuer à investir, va choisir d'autres banques, pas de souci. » Ils m'autorisaient à le faire. Je me suis dit « Mais c'est génial !» Donc j'investissais dans d'autres banques, etc. Et certains avec des directeurs de banques puis j'ai une anecdote après que je peux raconter. Je vais me permettre de jouer. Vas-y. Pas de souci. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur, mais normalement, je suis bon. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aux échecs. Je préfère le préciser. Et du coup, voilà, avoir plusieurs banques, c'est pas une problématique. Et la petite anecdote, c'est qu'une fois, j'étais au chômage. Parce que je venais de quitter officiellement j'avais un travail de salarié encore, il y a quelques années. Et en quittant, je me suis dit, je me mets au chômage, comme ça, je prends pas de salaire sur mes sociétés. Chose bien, je laisse de la trésorerie. J'ai le droit à mon chômage et j'ai été voir une banque, je voulais acheter une résidence principale, une maison. Je me suis dit, mais on va jamais me financer. Mais je me suis dit, allez, vas-y, va au bout de ton truc, crois-y, et ça va le faire. Et un ami m'a mis en relation avec un directeur de banque. Je ne vais pas citer non plus personne, quoi que ce soit. Mais je vais voir le banquier a confiance en mon profil, adore ce que je fais. C'est pas bien ça. Adore ce que je fais. Ça va. Et il me dit, Julien, d'ici 1 an, tu penses gagner combien ? Je dis, je me sortirai un salaire de 4-5 000 euros, tu vois. Il me dit, OK. Donc, il tape devant moi sur son PC, revenu actuel, 5 000 euros. C'est bien ça, monsieur Godard ? Je dis, tu vois, oui. Il me dit, c'est bon, tous les feux sont ouverts, on vous finance. Il savait ma situation, il m'a fait confiance. Donc, tu vois, des fois, c'est juste la relation avec ton banquier, ton directeur, peu importe, qui va te permettre de faire plus de projets et de ne pas avoir de limites. Voilà. C'est l'humain aussi, des fois, derrière. C'est l'humain. Et puis, il faut savoir que certaines... Enfin, c'est même pas certaines, c'est que toutes les banques ont un pourcentage de dossiers qui sortent des clos vraiment, on va dire, ordinaires, des choses à respecter. Des quotas, Donc, ils ont certaines choses. Donc ça, tu peux le faire avec la bonne personne en face. Donc, il y a de l'humain. Je te rejoins. Et du coup, j'avais une petite question. Au niveau de la location courte durée, tout ce qui est Airbnb, etc., qu'est-ce que tu en penses ? C'est quelque chose que je fais toujours. Et que j'ai fait pour beaucoup de clients. J'avais une entreprise d'investissement clé en main. Et donc, j'ai aidé beaucoup de clients à investir dans du locatif rentable. Et la courte durée faisait partie justement des choses intéressantes en termes de renta. Il y a de plus en plus de complications sur certaines villes. Paris, par exemple, là où on est, tu as certaines contraintes parce que tu dois louer, tu as un maximum de nuits à respecter. Faut que ça reste court durée. Tu as plein de contraintes sur plein de grandes villes. Et ça commence à arriver sur des petites villes et un peu partout. Mais ça reste encore... Moi, je te donne un exemple. Je suis de Normandie, à Caen. J'ai une maison qui est louée en location courte durée à 15 minutes de Caen, près de la plage, qui cartonne. Elle est dans une ville, une petite commune, qui est hyper sympa, hyper mignonne. Tu as un cimetière anglais et tout par rapport au débarquement. Mais je ne serai jamais embêté dans cette commune-là. C'est un point positif. Et cette maison me rapporte quand même pas mal d'argent. Et c'est une maison qui est assez atypique avec un jacuzzi, un sauna. Elle est faite pour 6 personnes. Elle est mignonne avec de la pierre, etc. C'est un superbe projet. Qui est une plus-value.
Voilà, faut qu'il y ait une plus-value. Il faut faire attention au secteur pour pas être bloqué. Et pour moi, c'est un business qui reste rentable. Regarde, ça doit me coûter peut-être en charge, ça doit me coûter 1800 € de charge tous les mois, peut-être, sur cette propriété, crédit, toutes charges confondues. Et sur un mois d'août, par exemple, j'ai été chercher plus de 6 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Il y a des périodes plus creuses où tu vas peut-être faire 2005, 2000, peut-être 3000, peut-être 4. Ouais. Mais sur l'année, quand tu le sais sur l'année, c'est un business qui est hyper rentable. Et aujourd'hui, faut bien choisir. C'est ça. Il faut bien choisir son emplacement, faire attention aux restrictions qui peuvent arriver sur la commune, sur la ville. Et derrière, moi, j'ai des équipes qui sont dédiées à ça, qui travaillent dessus. Donc, j'ai un prestataire d'entretien. J'ai un assistant qui s'appelle Victor, qui m'assiste au quotidien, qui gère la propriété de manière générale. Donc, aujourd'hui, c'est un business qui tombe tout seul. Ça tombe tout seul. Tu vois, j'ai juste besoin de prendre des décisions s'il y a un problème quelconque. Mais sinon, tout va bien. Ok. Ouais, ça peut être aussi... les gens peuvent faire ça pour commencer, peut-être. C'est possible, complètement. Ça peut être tu peux complètement commencer par là. Tu te fais ce qu'on appelle du cash flow. Donc, tu commences à grossir un peu ta trésorerie. Ça te permet d'avoir un peu de cash. Après, si je suis complètement honnête dans ma stratégie actuelle, moi, j'ai mis un peu de côté pour l'instant mes investissements locatifs pour me concentrer sur les projets de marchand. D'une, parce que je ne peux pas être partout. On n'a que 24 heures dans une journée, ça passe vite, même s'il y a des équipes qui nous accompagnent au quotidien. Mais je suis plus focus sur ça. Je t'explique pourquoi. En gros, un bien locatif, même si ça te rapporte à l'année, tu as fait 10, 15 cas, 20 cas de marge dessus de cash flow. Bah, ok, déjà pour faire ça, c'est déjà des très bons projets. Mais si tu fais des projets de marchand de biens, ça va te prendre le même temps parce que tu vas acheter un bien, tu vas gérer des travaux ou pas de travaux. Tu peux faire des marges qui sont beaucoup plus grandes pour le même temps passé. Et tu vas faire ta marge en 6, 8, 1 an. Tu vas faire une marge de 30, 40, 50, 100, plus. Alors que sur du locatif, combien de temps tu vas mettre à atteindre réellement ton 30, 40, 50, 100K ? Il faut beaucoup de temps. Plus de temps, Donc en fait, moi, je me dis, en fait, l'argent, j'en ai besoin maintenant. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de kiffer ma life maintenant, partir quand j'en ai envie à l'étranger, faire profiter ma famille, mes amis, pouvoir m'acheter ce que je veux, etc. Et dans 10 ans, je ne sais pas où je serai. C'est maintenant qu'il faut profiter. Souvent, on dit ce qui était derrière soi est passé, c'est passé, on n'y revient pas. Ce qui est devant soi, on peut y penser, mais c'est plus tard. Donc voilà, c'est l'instant présent. C'est maintenant que j'ai envie de kiffer, moi. Je ne sais pas toi, mais... mais c'est normal. Ce qui est passé est passé, comme tu as dit. Faut profiter maintenant. C'est exactement ça. C'est à toi, je crois. Et je voulais aussi, du coup, l'intelligence artificielle, on en vient. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur le sujet ? Alors, dans ton domaine et bien sûr, en général, qu'est-ce que tu peux en penser ? Bien sûr. Moi, l'IA, je l'utilise comme tout le monde. On utilise tous ChatGPT ou d'autres, Gemini, etc. On l'utilise tous parce qu'aujourd'hui, sincèrement, tu as besoin d'un conseil d'avocat, d'un juriste, d'un notaire, etc. Tu n'as pas envie de déranger les personnes que tu connais ou des fois, c'est même plus performant que certaines personnes. Et donc, aujourd'hui, je l'utilise de cette manière-là, mais c'est juste les prémices. C'est juste le petit truc de l'IA. On utilise ChatGPT, tout le monde a la capacité de le faire. Tu as un bon prompt, tu sais gérer à peu près, tu as des bonnes réponses. Mais aujourd'hui, l'IA, pour moi, il est encore plus puissant que ça. Je suis en train de commencer à... Vas-y, continue, tu peux pas aller là. T'as dit quoi ? Je peux pas aller là ? Vas-y, finis. T'inquiète. L'IA, je commence à l'utiliser par le biais d'associés, parce qu'on est en train de créer une plateforme qui va révolutionner le dossier bancaire et locatif. On pourra en discuter si le sujet t'intéresse. Bien sûr. Donc je commence à voir un peu en fait tout ce qu'on peut faire avec l'IA que je n'étais pas au courant. Franchement, j'étais à des années-lumière de savoir ça. Et quand je vois, on a des gars dans l'équipe comme Galad qui est associé avec moi et qui gère ça comme un dieu, sincèrement, je me dis, mais en fait, on peut faire des trucs de dingue. Ça fait gagner beaucoup de temps. En fait. Et ça fait gagner beaucoup de temps sur plein de trucs. Donc, je commence à m'y intéresser sincèrement. Et j'ai même envie très prochainement, j'ai 2 personnes qui m'accompagnent vraiment au quotidien sur 2 postes distincts. Victor sur la partie assistant pour gérer tout mon opérationnel, pour me libérer du temps sur mon business et que je sois focus sur le développement d'entreprise. Et on a Gauthier qui gère toute la partie communication sur mes réseaux sociaux, etc. C'est mon chargé de com. Et aujourd'hui, j'ai envie, en fait, prochainement, de les former à l'IA, c'est-à-dire de faire venir un intervenant externe ou peut-être quelqu'un de mon équipe avec qui je suis associé,
pour qu'ils puissent arriver à bien prendre ça en main pour leur faire gagner du temps. Parce que tu peux faire tellement de choses. Mon assistant, il peut gagner un temps fou. Mon chargé de com sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas, il peut gagner encore plus de temps. Que ce soit pour la publication, la création de posts automatiques et plein de choses. Et donc aujourd'hui, c'est hyper important. Et si je fais la petite aparté sur le côté IMO, je connais pas mal je connais quelqu'un en tout cas qui a créé un système qui permet, grâce à l'IA, d'aller vraiment chercher des types de biens spécifiques pour le marchand de biens. Donc c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est ça, tu vas économiser du temps, en gros, sur des recherches de biens. Tu vas pouvoir amasser un nombre de biens qui va s'analyser presque automatiquement. Donc, tu as un premier travail qui est fait grâce à l'IA, grâce à un robot. Tu n'as pas besoin de le faire, tu n'as pas besoin d'humain. C'est quand même un truc de fou. Ouais, mais je pense qu'il faut quand même un humain derrière parce que ça fait... en fait, je pense que les gens ont peur de se faire remplacer par l'IA. Mais c'est mon point de vue après. Mais je pense que ça ne va pas arriver parce que déjà, c'est l'homme qui a créé l'humain. Enfin, c'est l'homme qui a créé l'IA, pardon. Et donc l'IA n'a pas de conscience, donc il fait juste simplement ce qu'on lui dit. Et dans ce qu'on lui dit, c'est en plus de ça, il ne peut pas nous contredire. Donc comme disait Chris dans le podcast précédent, il va simplement nous dire bon bah je suis pas d'accord avec toi, mais machin. Mais donc je pense que c'est un outil et une plus-value au business qu'on fait actuellement. Dans tous les domaines, ça peut être utile, bien sûr. Et en fait, je trouve que c'est un gain de temps énorme. Comme tu as dit, là, pour rechercher des biens, ce qu'on peut demander, on crée une IA qui recherche des biens pour nous avec des critères spécifiques, le prix, la localisation, etc. Et derrière, par exemple, un humain qui va vérifier quand même que tout est OK. Et donc, juste rien que ça fait gagner énormément de temps. Je te rejoins à 100%. C'est pour ça que je voudrais former mes équipes. Même moi, j'ai encore tellement de choses à apprendre dans ce domaine-là parce que en fait, j'ai l'impression que c'est exponentiel. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça. Et, ça sera de plus en plus performant. Ça l'est déjà extrêmement sur plein de choses, comme on peut le voir. Donc, aujourd'hui, tu as des taxis robots. Tu as des taxis qui roulent tout seuls. Ça va arriver en France dans pas longtemps. Et du coup, on va revenir sur un peu ton projet. Donc, qui est lié aussi à l'IA. Tu peux un peu nous en parler? Carrément, au contraire. Donc déjà, ça s'appelle Hello Elio. Elio, c'est notre petit renard, c'est la mascotte que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Hello Elio, c'est quoi en fait? C'est une plateforme en ligne, c'est un SaaS, qui va permettre de créer des dossiers bancaires pour un acquéreur, quelqu'un qui veut acheter un bien. Donc on va créer un dossier optimisé qui va permettre d'obtenir un oui très facilement auprès de la banque. Donc le dossier, donc l'IA va permettre de créer ce dossier-là. Ça va étudier le marché en fonction du bien, en fonction de l'adresse. Ça va te demander d'ajouter toutes tes pièces. Ça va tout vérifier pour avoir un dossier ultra carré. On en revient sur le dossier. Quand j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai fait, que j'ai été crédible. Donc le dossier va permettre d'obtenir un oui très facilement auprès de la banque. C'est avant d'aller voir le banquier, ça? C'est avant d'aller voir le banquier. On aura aussi des courtiers partenaires sur notre plateforme qui va permettre de pouvoir financer des dossiers avec des taux intéressants, de pouvoir permettre de financer des dossiers plus compliqués. Et on va faire la passerelle entre tout ça. On apportera des dossiers intéressants à nos partenaires, qui sont des partenaires assez réputés sur le marché. Donc ça, c'est la première chose, c'est de permettre, comme je disais, à l'acquéreur d'obtenir plus facilement. Je me concentre dans vas-y, t'inquiète. D'obtenir plus facilement un oui. Aujourd'hui, tu as près de 40% de dossiers qui sont refusés par la banque parce que le dossier est mal fait, parce que plein de choses, tu vois. Parce que concrètement, un dossier, c'est compliqué à faire ou c'est juste les gens ne prennent pas le temps de bien le faire? Alors, ça prend du temps parce que déjà, il faut savoir comment le faire. Il faut savoir comment séduire un banquier. C'est ce qui va faire toute la différence. Il faut savoir étudier le marché. Il faut savoir aller sur les bonnes plateformes pour étudier le marché, pour étudier ton bien. Il faut arriver à séduire pour montrer que ton projet est hyper important. Aujourd'hui, tu as des gens qui veulent acheter un bien, qui vont aller voir leur banquier avec une fiche de paie en disant je gagne tant par mois, j'achète ce bien-là, voilà, voici l'annonce, le bon coin. C'est pas sexy, ça donne pas envie. Donc le banquier, il doit renvoyer des mails pour récupérer toutes les pièces. Il manque toujours. En fait, c'est chiant pour la banque ou le courtier. Et c'est chiant pour l'acquéreur. Et au final, le dossier est pas carré. Donc on va permettre justement aux gens d'accéder plus facilement à l'emprunt bancaire. La deuxième chose, c'est qu'on est toujours sur le dossier, mais du côté locatif. C'est-à-dire qu'on va permettre aux locataires d'avoir un oui beaucoup plus facilement auprès d'un bailleur, auprès d'un propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, tu vas visiter un bien, tu es en concurrence avec des dizaines de candidats. Et si tu veux sortir du lot, c'est pas facile. Donc quand tu as un dossier hyper carré qui montre ta situation, qui montre plein de choses avec tous les documents, tu es placé tout de suite au-dessus de la pile. Et tu as plus de chances d'obtenir un oui. Tu augmentes tes chances de je ne sais combien de pourcents. C'est comme le banquier, mais avec le bailleur.
Donc en fait, voilà, la plateforme, c'est ça. C'est Hello Elio. On va bientôt en parler partout, sincèrement, parce que on a une équipe de dingue. J'ai Valentin, qui est un de mes associés sur le marchand de biens et qui est, on va dire, la tête de la vision du projet. J'ai une entreprise qui s'appelle Luminary, avec qui on s'associe. Ils sont 6 personnes au sein de l'entreprise. Ils sont spécialisés en plein de choses. Ils sont spécialisés en développement. C'est des bêtes. Ils sont spécialisés en marketing, en scrapping. Le scrapping, c'est d'aller chercher je pense que tu sais ce que c'est toi, mais pour les gens qui ne savent pas, c'est d'aller chercher toutes les informations qu'on veut sur Internet. Voilà, des bases de données, plein de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui ont explosé grâce au scrapping, grâce aux bases de données. C'est le b.a.-ba de beaucoup de business. Et ils sont spécialisés aussi en intelligence artificielle. Donc en fait, toutes ces compétences, nous, on a vraiment une entreprise qui est hyper performante, compétente, complète. Et qui nous accompagnent, qui sont même associés au projet. Donc on va bientôt partir en levée de fonds. On va aller chercher 800 000 € de levée de fonds. Et donc, et ça va être sous forme de SaaS, tu m'as dit, donc c'est un abonnement, ça va être, comment ça va se passer? Alors, tu vas avoir le dossier locatif. Le dossier locatif, c'est pas un abonnement parce que tu loues un bien, tu n'en loues pas avant 1 an ou 2 ans. Donc, tu vas avoir un dossier à 49 €. Tu crées ton dossier pour seulement 49 €, j'ai envie de dire. Et pour la partie du dossier bancaire, en fait, on va permettre aux gens de créer gratuitement leur dossier bancaire, qui est quand même un gros plus pour eux. Et derrière, ils auront, par contre, l'obligation de passer par nos partenaires pour se faire financer. Mais il faut savoir que ce sera les meilleurs du marché. Donc, ça se tient. Donc c'est hyper intéressant. Après, on va sortir aussi une possibilité aux gens d'acheter leur dossier bancaire et de repartir dans la nature avec, d'aller voir leur propre banque. Ça, c'est une version qui sortira aussi. Donc voilà. Donc là, le produit est quasiment finalisé. On a un produit qui est fonctionnel et on va partir en levée de fonds pour plusieurs choses, pour finaliser l'intégration de l'IA qui demande beaucoup de ressources, pour toute la partie marketing. Et on sera amené à faire du recrutement aussi sur certains postes un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà. Donc, super investisseurs financiers, restez à l'écoute de ce qui va se passer sur mes réseaux sociaux. Super. Et du coup, j'en profite pour rebondir parce que tu m'avais parlé d'un projet où je devais être bêta-testeur sur un projet avec l'IA. C'est ça. C'est pareil, c'est un logiciel, ça va être un SaaS qui va s'appeler Wizard Lead. Et en fait, ça va être, comme tu en as parlé, le scrapping. En fait, ça va être un logiciel sous forme d'abonnement mensuel où on va former une IA à scraper pour n'importe quelle personne qui vend en business, que ce soit physique ou digital. Donc on parlait du scrapping, en fait, tu sais ce que c'est. C'est ça. Et en gros, ça va être du scrapping, donc des recherches de données sur des bases de données publiques. Actuellement, en fait, ça existe déjà, les amis, il faut savoir, sauf que c'est des bots qui le font. Donc c'est compliqué parce qu'il faut programmer un bot. Si le bot il bug, on le sait pas, il faut revenir dessus pour le reprogrammer, etc. Donc ça, on perd beaucoup de temps. Chaque site qu'on scrape, faut vérifier de respecter le site, les cookies, etc. Pour pas être dans l'illégalité en fait, parce que des fois il y a des sites qui interdisent le scrapping, etc. Donc il faut être vraiment dans la légalité. C'est important et généralement tout ça réuni, il y a peu de monde qui le font, voire personne. Et en gros, là. Le mec va sur le site, il tape, par exemple. Donne-moi un exemple concret, par exemple, pour le marchand de biens. Par le marchand de biens, par exemple. Le plus concret que il y a une personne qui veut acheter un bien autour de chez lui. Donc, il va sur le site, il tape achat de maison, enfin de ce qu'il veut, de sa cible, le prix, par exemple, de son bien, de maximum à pas dépasser, par exemple, un budget, la localisation, etc. Et en fait, l'IA va scraper sur tous les sites, les bases de données publiques. C'est important que ce soit public, donc le Bon Coin, etc. Enfin, tout ce qui autorise. Vous faites de la pub, le Bon Coin, c'est bien. Tout ce qui est autorisé de scraper, donc c'est totalement légal. Et ça nous sort une liste de prospects potentiels, donc ultra qualifiés parce que ça derrière. Prospects ou moins de biens intéressants pour mon business. De biens intéressants, voilà. Ultra qualifiés parce que du coup l'IA va faire en amont un système de filtrage pour sortir des leads ultra qualifiés, donc avec un mail, numéro de téléphone, etc. pour pouvoir contacter directement et vendre donc ou acheter un bien ou vendre un bien. Donc ça va principalement être du B2B. Par exemple, je sais pas, quelqu'un vend un service ou un bien, ou alors on peut faire aussi du B2C, sauf que le B2C, en fait, le scrapping en ligne, c'est uniquement des données publiques et d'entreprises. C'est-à-dire que c'est très tricky parce que, par exemple, personne ne peut scraper un nom, prénom sur Internet, c'est interdit.
nom, prénom, numéro de téléphone personnel, mail, Si c'est on le interdit. fait, c'est pas légal. Oui, voilà. Parce que je connais des gens qui c'est le facile font. de le faire, ouais, c'est très facile de le faire. Mais en gros, on peut le faire si c'est une entreprise, donc numéro de téléphone, mail d'entreprise, etc. Mais ce qu'on peut aussi scraper, c'est par exemple des pseudo Insta. Ça, c'est public. Du coup, on contourne un petit peu. Par exemple, tu vois, si je veux scraper un Insta, tous les Insta des personnes qui ont liké du contenu sur l'immobilier, donc qui sont intéressés par ce domaine-là, tu vois, bah, ça sort les noms. Donc c'est légal. Ton business, en fait, il est vraiment de travailler avec différentes entreprises, parce que c'est en B2B. C'est ça. Et tu vas pouvoir scraper ce que tu veux pour eux. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai besoin... Je te donne un exemple. J'ai une autre entreprise que je développe qui s'appelle Selexia, où ça se rapproche de mon métier de marchand de biens parce qu'on source des opportunités d'immeubles. Donc, en fait, quand je vais sourcer des immeubles, soit la marge est suffisante, je peux basculer sur une opération d'achat-revente, soit j'ai pas le temps parce que j'ai trop de projets en cours et je peux pas être partout et je peux pas faire des dizaines d'opérations tous les mois, c'est pas viable. Bien sûr. Donc, mais que l'opération de l'immeuble est quand même intéressante pour du locatif, bah, je me dis c'est bête de le perdre dans la nature. Donc, bah, je vais en revenir après pour te dire pourquoi je te parle de tout ça. Je vais le proposer à mes partenaires cabinets de gestion de patrimoine pour qu'ils puissent le proposer à leurs clients investisseurs. Donc au final, moi, je fais du business quand même sur un bien qu'au final, j'aurais pu perdre. Et donc, par exemple, moi, actuellement, j'aurais besoin de réunir une base de données de CGP, de cabinet de gestion de patrimoine, pour développer mon business, parce que c'est eux qui vont avoir les clients. Je peux te demander la liste des cabinets sur un secteur précis. Tu sais que tu es en capacité de me le faire. On va sur le site, on tape... donc c'est un abonnement par mois. Et la personne va, par exemple, tu tapes cabinet, exactement le nom que tu veux. Ça va sortir tous les cabinets dans un lieu, par exemple Paris, ou alors à un autre endroit, et sur des bases de données publiques, c'est le plus important. Donc ton robot est déjà programmé pour n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que j'ai pas besoin de te dire j'ai besoin que tu me trouves ça. Non. C'est-à-dire que je m'inscris, je rentre. On inscrit les données vu que c'est une base de données publique, par exemple en France il y a des bases de données publiques d'entreprises quand on s'enregistre, par exemple il y a société.com, etc. qui on tape le nom de la personne et ça sort sa société. Voilà. Donc là ça c'est on peut par exemple scraper là-dessus. Alors actuellement je sais pas si c'est possible ou pas, ou c'est interdit ou pas, mais normalement c'est des bases de données publiques en gros, et ça va sortir, au lieu de le faire manuellement, ce qui on perd énormément de temps, là ça sort les leads instantanément, et après on a juste à contacter la personne et à faire la vente ou peu importe. Ok, ton produit est viable aujourd'hui, enfin viable quand je dis ça, est fonctionnel, c'est-à-dire que... Alors j'ai testé un peu, sauf que plein de problèmes au niveau des développeurs qui m'ont lâché, etc., etc. Donc là, normalement, j'ai un développeur, donc ça doit être OK. On est en train de finaliser un petit peu les derniers détails. Et après, il faut, du coup, je charge des bêta-testeurs, donc tu t'en fais partie comme ça, dans différents domaines, comme ça, tu vois, on peut avoir moi, je peux avoir besoin de ça pour plusieurs choses. C'est ça, en fait. Du coup, c'est pour ça que je vais l'envoyer à des bêta-testeurs, et ensuite, une fois que c'est fait, un SaaS, commercialiser un site où les personnes y vont et ils font leur scrapping en toute légalité. Et tu penses être opérationnel dans combien de temps ? C'est juste parce que ma communauté peut me poser la question. Comment que je sache la réponse ? Déjà, je l'annoncerai sur les réseaux. Et franchement, le plus gros est fait. Maintenant, il y a tous les petits détails à régler qui prennent un peu de temps. Mais je pense d'ici quelques mois, ça sera 2-3 mois, ça sera opérationnel. Ce qu'on peut peut-être faire, les amis, c'est que quand c'est opérationnel, j'aurai un petit code promo qui vous permettra de bénéficier de... Voilà, tout est prévu. On mettra Julien, je sais pas, IA, et comme ça, vous aurez un petit code promo. Je pense que ça peut se faire. On fera ça. Ok. Et voilà. Et sinon, l'IA, en général, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que est-ce que tu as un avis positif, pas dans l'immobilier, du coup, dans le monde en général, ou plutôt négatif ? En globalité. Hyper positif. Je serais bête de dire non, je lance un projet avec de l'IA. Donc, non, j'ai un avis hyper positif. Après, c'est vrai qu'il faut savoir le maîtriser parce que ça peut vite déborder pour plein de choses. On peut usurper l'identité de quelqu'un, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Donc, il faut le faire de manière intelligente. Mais si c'est fait de manière maîtrisée, il n'y a pas de problématique. Après, il y a forcément des mauvaises personnes qui l'utiliseront à mauvais escient. Mais comme dans tout, les gens vont utiliser l'argent à mauvais escient ou plein de domaines. Donc, que ce soit l'IA ou autre, de toute façon, j'ai envie de te dire, les gens qui sont de mauvaise foi ou qui sont des mauvaises personnes le resteront, peu importe, avec de l'IA ou pas. Mais en tout cas, non, moi j'ai un avis plutôt positif. Je m'en sers tous les jours. Je trouve que c'est un gain de temps. C'est sûr que c'est dommage pour certains postes qui sont supprimés. Je l'entends.
mais il y a des nouveaux postes qui se créent aussi grâce à ça. Donc au final, moi, j'ai pas d'avis négatif, bien au contraire, je l'utilise. Donc je l'utilise quotidiennement et on développe des projets avec ça. Donc non, moi, j'ai un avis très positif comme dessus. tout le monde. En fait, c'est ça. Le problème, c'est pas l'outil, c'est l'humain qui l'utilise. Si c'est une mauvaise personne, un couteau c'est fait pour couper, mais si c'est une mauvaise personne qui l'utilise. On revient à ça, peu importe le sujet, j'ai envie de te dire. Ah ouais, totalement d'accord. Alors attends, c'est à moi. Je me concentre un peu. Parce que les gars, je vais gagner peut-être. Hein. Et pour l'instant, on m'a supprimé qu'un truc. Hein. Ah, non, 3. J'avais pas su, j'étais concentré. Est-ce qu'on peut faire un mat là? Je crois pas. Je reviendrai sur un deuxième podcast où j'aurais appris à mieux jouer. Hop. Et du coup, quels sont tes objectifs dans l'entrepreneuriat actuellement? Alors, est-ce que tu veux que je te parle de mes objectifs dans l'entrepreneuriat ou mes objectifs de vie? Moi, je pense que les deux sont corrélés. Ouais, c'est clair. Je te parle d'objectifs de manière générale dans ma vie. En fait, il y a encore pas longtemps, je m'en mets beaucoup en question. Je réfléchis, je me dis, mais Julien, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi? Ça arrive à tout le monde. Pourquoi? Et parce que il y a des fois, tu as des périodes plus creuses, dans le sens où tu prends du temps pour toi, mais il y a des fois où tu travailles 12, 13, 14 heures par jour, tu vois pas grand-chose à part tes bureaux, tu vois pas grand monde, mais tu sais pourquoi tu le fais. Mais c'est pour ça que ma réflexion est venue. En fait, j'ai vachement réfléchi à beaucoup de choses et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'avoir cette liberté. Donc cette liberté, elle passe par la liberté financière pour amener vers les autres libertés qui sont la liberté de temps, de prendre le temps que je veux pour le passer avec mes amis, pour pouvoir voyager, pour passer du temps pour moi, pour faire des choses que j'aime. Donc ça, c'est hyper important. Et ça va découler vers de la liberté éventuellement géographique. C'est-à-dire que demain, moi je suis en Normandie, il pleut souvent. Hein. Donc il fait pas beau, je suis déprimé, ça m'embête. Et je peux partir à Bali 15 jours, je peux partir dans le sud. J'ai cette liberté géographique et je suis vraiment en train de mettre en place mes différents business, mon écosystème pour pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux. D'avoir les bonnes personnes, les bonnes équipes et de pouvoir gérer à distance. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Et toute cette forme de liberté financière, cette liberté de temps, cette liberté géographique, c'est ce qui me motive au quotidien. Et tu vois, j'ai commencé il y a quelques années. Je gagnais un petit peu d'argent, mais c'était mes débuts. Et je me suis dit, j'ai envie de faire plaisir aux gens que j'aime. Les gens que j'aime le plus, c'est ma famille. Et je me suis dit, Noël approche, je vais les inviter en voyage, je vais leur faire un voyage surprise. Donc je les ai invités en Autriche, à Vienne pour être précise, parce que ma mère adore les marchés de Noël, etc. Et c'est la ville pour ça. Et donc du coup, j'ai pu le faire. C'est tellement une gratification intérieure de dire, j'ai réussi à faire ça, moi, Julien. Qui était le petit collégien qui a été souvent dévalorisé, etc. On m'a dit, et je me suis dit, mais Julien, tu peux faire ça. En fait, ça me motive carrément de faire plaisir aux gens que t'aimes. Quel bonheur. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Donc, mes objectifs, ils découlent vraiment par rapport à tout ce petit socle-là de liberté. Mais dans le business, je fais tout ça pour ça. Hein. Oui. Donc, tout en découle. Pas de raison de faire tout ça c'est ça. Pour soi-même. Exactement. Et si je te retourne la question? Moi, écoute, c'est pareil, mais je pense que tout le monde... c'est de faire plaisir aux gens qu'on aime. Parce que si on fait tout ça juste pour soi-même, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Donc pareil, c'est pour faire plaisir aux gens que j'aime, donc ma famille. Et pareil, des fois, tu te poses la question de pourquoi tu fais tout ça, etc. Parce que des fois, c'est dur, clair. Mais t'es vite ramené à la réalité et tu sais très bien pourquoi tu fais ça. C'est juste des moments de doute, en fait. Mais on a tous des doutes. Hein. Celui qui n'a pas de doute, j'y crois pas. Mais ouais, c'est pareil. Mais je pense que la plupart des gens, c'est ça. Je pense que c'est la famille et c'est de faire plaisir aux gens qu'on aime, en fait. Parce que sinon, pourquoi faire tout ça? Juste vivre normalement. Je suis d'accord. J'ai peut-être une petite question. Ton quotidien, je veux dire, est-ce que tu as des petites routines quotidiennes d'entrepreneur? Je parle pas forcément au niveau du business, mais je vais t'expliquer les miennes. Je sais pas, tu as peut-être de la méditation, des choses que la plupart des gens ne font pas, mais que les gens qui nous entourent, parce que tu dois connaître des entrepreneurs, font. Tu vois, moi, j'ai 5% des gens que je connais qui le font, et j'aime m'entourer de ce genre de personnes-là. Donc, est-ce que tu as des petites choses comme ça? Moi, déjà, les échecs, j'aime bien les échecs. Donc, je joue beaucoup aux échecs. Je trouve que ça fait réfléchir. Enfin, on en a déjà parlé un peu dans le podcast avec Chris, mais ça fait réfléchir énormément parce que chaque coup est maîtrisé. Et si on fait un mauvais coup... Sauf moi. Si on fait un mauvais coup,
et bah, c'est de notre faute et de la faute de personne d'autre. Et c'est à peu près pareil dans le business. Si, si on fait une mauvaise décision, on peut s'en prendre qu'à nous parce que y a que nous. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Là, je fais des erreurs, mais la prochaine fois, je les reconnaîtrai peut-être pas. C'est ça. Et donc, c'est très corrélé à la vie et aussi à l'entrepreneuriat, du coup. Donc, moi, je joue beaucoup aux échecs avec mon grand-père, d'ailleurs, je perds souvent parce qu'il est très fort. Mais ouais, je joue beaucoup aux échecs. T'as été baigné et percé dedans, quoi. Ouais. Je joue beaucoup. Après, je suis pas très fort non plus, mais j'aime bien jouer aux échecs. Et aussi, j'ai un carnet où j'écris tout dedans. Ça peut être une to-do list, comme ça peut être comment je me sens actuellement, comme ça peut être je sais pas, enfin j'écris tout ce qui me passe par la tête. Comme ça me permet de garder déjà l'émotion que j'avais ou ce que je pensais à un instant T. Et si je peux y revenir, par exemple plus tard, ça peut être très utile. Ou par exemple si j'ai une idée de quelque chose mais que je peux pas le lancer tout de suite, ou alors que je dois garder pour plus tard, je le note. Donc après, j'aime bien écrire moi sur un bloc-notes, mais ça peut être sur une note Apple, enfin iPhone ou peu importe. Mais du coup, c'est les deux choses que je fais principalement. Ok. C'est prendre des notes surtout. Mais ça peut permettre en plus aux gens qui nous écoutent d'avoir des petits tips pour les aider au quotidien. C'est hyper important. Prendre des notes, je trouve c'est important parce que il y a des choses super intéressantes qu'on peut avoir dans la journée, mais qu'on oublie parce qu'on prend pas note ou on s'en rappelle plus. Donc ce que je fais, dès que j'ai une idée ou que je pense à quelque chose, je prends mon cahier, je l'ai toujours avec moi. D'ailleurs, je l'ai avec moi dans mon petit sac. Tu peux toujours et noter. Ouais, tu vois, je prends note et tout, et ça peut toujours servir, on sait jamais. Okay. Donc en gros, moi, c'est ça. C'est les deux trucs que je fais principalement. Bon, écoute, super. Et toi, t'as des trucs ouais, moi, je fais le matin, déjà, quand je me réveille, la première chose, peut-être que beaucoup de gens le font, mais je bois un verre d'eau. Ouais. Mais je bois mon verre d'eau. On se déshydrate beaucoup pendant la nuit. Exactement. Et je vais faire après une séance de yoga, d'étirement. Je vais mettre mon corps en mouvement. Déjà, d'une, parce que il faut travailler ses muscles, c'est hyper important. Et moi, je vois des gens sportifs qui vieillissent, mais qui vieillissent bien. Ouais, des gens qui font moins de sport, qui font pas attention à leur santé, qui vieillissent moins bien. Ouais. Et je pense, je fais tout ça le matin. Je m'étire, je fais mes petits exercices et ça me fait carrément du bien. Ok. Alors, je suis pas sûr de moi, mais je tente. Tu peux. J'ai ça. Okay. Je vais aussi pas mal écrire, des choses qui me passent en tête, je les écris, ça m'aide à me focus, ça m'aide à réfléchir, ça m'aide... Parce que quand tu les gardes en tête, tu les oublies ou tu n'y repenses pas forcément, donc je note aussi pas mal de choses. Okay. Je vais faire aussi de temps en temps, souvent je vais faire ça le midi pour me mettre en mode off, tu vois, juste déconnecter quelques minutes pour remettre mon corps en action derrière. Donc je vais faire une méditation guidée pendant 5-10 minutes. Je déconnecte complètement, je pars ailleurs et je reviens. Je suis reparti comme si c'était une nouvelle journée. Ouais, je vois. J'ai ces petites choses-là. Et sinon, hier soir, je suis chez un ami pompier, qui est un très bon ami à moi et qui prend très soin de lui, énormément. Okay. Il fait beaucoup de sport, il fait attention à tout ce qu'il fait à côté. Okay. Et le soir, ces petites lumières de luminothérapie avec son petit tapis... d'acupuncture, d'acupression pour être précis. Ça permet de, en fait, c'est plein de petites, c'est comme c'est pas des points. L'acupuncture, c'est des aiguilles. Là, c'est des points de pression, c'est des petits piquets en plastique qui te permettent en fait de faire travailler la circulation du sang, tes muscles, les nerfs. C'est bon pour tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement cool. Je l'ai fait hier soir et j'ai envie de réitérer la chose. Donc, je pense que je me mettrai ça dans ma routine quotidienne également. Ok. Ah ouais. Voilà. Ouais, je pense écrire, ça fait. Écrire les idées, etc. Comme tu as dit, il y a beaucoup de monde qui le font. Parce que je pense que c'est important parce que, comme j'ai dit, on a plein d'idées dans la journée et qui sont super intéressantes, mais en fait, on oublie à la fin de la journée, on se dit qu'est-ce que j'avais pensé ou qu'est-ce que j'avais fait. C'est ça. Après, tu as plein de formes d'écriture. Hein. Tu sais, moi, avant, j'écrivais notamment toutes mes gratitudes. Le matin, avant de commencer à travailler, des gratitudes, des trucs simples. Je suis reconnaissant d'être en pleine santé, je suis reconnaissant d'être là où j'en suis arrivé, d'avoir ma famille à mes côtés. Enfin, tu vois, plein de choses. Plein de choses de gratitude qui te font quand même te remettre un peu les idées au clair et te dire en fait, j'ai quand même de la chance, donc arrêtez de vous plaindre. Pour rien, arrêtez de vous plaindre, les gars. C'est ça. C'est à toi, je crois. C'est à moi, je crois. Je tente des trucs, on y va. Voilà, on y va. Ah non, je retire pas, mais tu vas me manger. Oh, mais non. Attends, je vais pas te manger. Faut essayer autre chose. Tiens, je vais te prendre ça. Ok. Mais tu prépares un truc, là, je crois. Ouais, je prépare un truc. Je sais pas si tu peux me manger, mais... Ouais, je peux te manger, mais je vais pas te manger ça, je vais te manger ça. Ok. Ouais.
Je vais manger ça. Je vais bientôt. Ouais, ok, d'accord. Et je voulais te faire part d'un truc aussi. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'en parle parce que je trouve ça super. J'en parle pas pour faire de la pub, même si ça pourrait leur servir bien évidemment, mais le site cofondateur.fr, c'est un truc que je souhaite recommander. Pourquoi ? Parce que mon projet Hello Helio, donc ma plateforme IA, mon SaaS, j'ai trouvé nos associés sur cette plateforme-là. Et en fait, je trouve que c'est une plateforme super. Ça te permet de décrire le projet que tu veux, de décrire le type d'associé que tu recherches et de rentrer en contact comme sur un site de rencontre avec des gens qui sont intéressés par ton projet. Et tu peux même, toi, aller les contacter si tu sens qu'il y a des gens qui correspondent. Tu peux chercher par secteur, par compétences, et je trouve ça super bien fait. Et ce site cofondateur.fr, sincèrement, je le recommande à 200%. Donc tu l'as testé, hein ? Je l'ai testé. En fait, tu peux aller chercher aussi bien des associés, des partenaires, des collaborateurs. Et il y a un petit code, quand même, les amis, même si je dis que c'est pas de la pub, il y a un petit code quand même dessus pour pouvoir. Je vous le partagerai en commentaire. Il y a un petit code d'affiliation qui vous permet d'avoir une remise de 10%. Et sincèrement, cette plateforme-là, c'est extraordinaire pour trouver. Parce que des fois, les associés, c'est dur. Quand tu es dans ton secteur, etc., que tu n'as pas forcément l'occasion de bouger sur Paris ou ailleurs et que tu recherches un associé, tu dis comment je vais faire pour trouver une personne qui a les compétences de. Grâce à ça. Ça peut te permettre justement de trouver la bonne personne. Pas du tout. Donc c'est juste extraordinaire. Tu as mis ça là, tu peux manger ça si tu veux. Je peux manger ça ? Non, ça c'est moi tout. C'est moi. Ouais, ça. Tu peux le manger, mais je le remangerai pas. C'est cool. Voilà. T'as le tour. Moi, je voulais juste faire. Parler d'un petit sujet rapide. Je lance une offre, ce qu'on appelle une audit, parce que j'ai ma formation, comme tu le sais, et mon coaching en one-to-one qui est en cours de préparation. On prépare un truc très solide, mais en attendant, parce que j'ai pas mal de demandes, et on m'a posé la question si je pouvais le faire, donc ma réponse elle est oui. C'est que je prépare un audit express marchand de biens. Je m'exprime en gros, je vais pouvoir permettre aux gens de les aider sur du sur-mesure pour le métier de marchand de biens. Quelqu'un, par exemple, qui a un bien qui est intéressant, qui ne sait pas comment l'étudier ou qui a besoin de ma validation, il peut passer par mes services. Ça coûte 490 € TTC. Et on a un call sur 2 heures. Et je lui donne toutes les informations. J'étudie le bien avec lui. Je lui donne toutes les informations. Et derrière, je lui prévois un document PDF avec un véritable plan d'action. Ça peut être quelqu'un qui veut se lancer dans le marchand de biens, qui a besoin de conseils. Ça peut être quelqu'un qui a une grosse opération en cours, qui a une problématique, qui ne sait pas comment y répondre, qui fait appel à mes soins. Donc ça sort maintenant. C'est une audit express pour les marchands de biens ou pour les futurs marchands de biens. Et c'est seulement 490 € TTC pour avoir 2 heures de call et un dossier bien récapitulatif de la situation, des actions concrètes à mettre en place. Ouais, tu t'offres ton expertise en fait. C'est ça. Et en fait, pourquoi je le fais ? En fait, mon plus gros plaisir, c'est de pouvoir aider des gens. Parce que tu arrives à un moment dans le business où tu te dis aussi pourquoi je fais tout ça, mis à part tes objectifs perso. Et en fait, je me suis dit, si je peux aider un maximum de personnes à éviter des erreurs que j'ai fait ou tout simplement à se lancer ou à réussir quelque chose, moi, ça me fait kiffer la gratitude de ouf que tu prends derrière. Donc, j'ai ça qui est opérationnel à partir de maintenant et on va lancer, ça va être ouvert d'ici quelques jours. Ok, bon, on mettra... dans le lien si jamais avec plaisir. à la sortie de la vidéo. Avec plaisir, merci à toi. Bon, merci beaucoup. On va finir la partie. Je pense que là, je vais essayer de faire un petit échec et mat. C'est à toi ou c'est à moi ? Je sais plus. Moi, c'est à toi. C'est à toi parce que je suis venu là, je crois. Je suis venu là. Ah non, j'ai mangé ta dame, donc c'est à toi. Qu'est-ce que je peux faire ? Sinon, t'as jamais joué au CG ? Si, j'ai joué il y a très très longtemps, mais j'ai jamais, en toute transparence, pris le temps d'apprendre. Mais franchement, c'est grave un truc. Déjà, là on réfléchit parce qu'on parle de plein de choses, mais en vrai, si tu veux te déconnecter avec une personne, c'est vachement cool en vrai. Parce que c'est comme j'ai dit, c'est toi contre toi-même, donc si tu fais une erreur... tu la payes quoi. C'est ça. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, si tu fais une erreur, c'est ça. Tu vas devoir la payer. Hein. C'est à toi, j'ai mangé ton cheval qui était là. Donc là, tu peux faire plein de trucs. Tu peux... Putain, c'est compliqué la situation. Qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, on va avancer. La tour, elle part que en diagonale ou elle peut partir tout droit. Ouais, tu peux venir là. Donc là, je protège du coup... Tu peux venir là. Moi, je vais la prendre.
Là, je suis en galère, là, parce que t'es vachement rapproché de moi. Ouais. Et chez Kemat. Là, c'est fini. Parce que du coup, regarde, ça, tu peux le manger, mais si tu le manges, il est protégé par Ok. le cheval, donc tu peux pas le manger. Et ça, tu peux pas venir là non plus parce que c'est Ok. attaqué. Tu peux pas venir là parce que c'est attaqué. Et tu peux pas venir là parce que c'est attaqué. Donc en gros, c'est on évitera de mettre mes. Ouais, on coupera les gars. On coupe. On coupe. On coupera. Merci beaucoup, merci Julien. pour la partie, merci pour c'était un l'accueil, plaisir. merci pour l'invitation en tout cas. Pas de souci. Et donc je vous mettrai les gars les réseaux de Julien en commentaire. Vous aurez tous ces réseaux aussi. Ouais. Et dès que ça sort, n'hésite pas à me faire signe. Comme ça, moi, je partagerai si tu mets des stories, etc. Avec grand plaisir. Et voilà, Julien, merci beaucoup. Merci à toi. Ciao les gars, à la très prochaine. bientôt. Ciao.